Bienvenue à toutes et à tous. L'actu de l'économie sociale et solidaire est sur Mediatico, vous le savez, dans notre émission ESS On Air. Meilleurs vœux pour commencer cette nouvelle année, même si on sait que l'année s'annonce difficile pour les associations, en termes de budget notamment, avec des effets sur l'emploi, sur les activités. Mais c'est peut-être l'occasion ou jamais de nouer des partenariats solides, y compris au sein même de l'économie sociale et solidaire, et de revendiquer aussi des choses à 2 mois maintenant des élections municipales. Eh bien, on va parler de tout ça aujourd'hui avec Vincent Seguela. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors Vincent, vous êtes le secrétaire général de la Fédération Léo Lagrange. Vous représentez l'éducation populaire, vous portez sa voix, vous représentez notamment les centres socio-culturels, mais pas que. Et vous venez de publier 60 propositions dans le cadre des élections municipales pour que chaque enfant démarre son existence sur la même ligne de départ. C'est comme ça que vous l'exprimez. Alors l'éducation populaire, on va en parler tout de suite avec l'actu qui pique. Nous sommes à 2 mois des élections municipales et je voudrais d'abord qu'on dise un mot sur cette convention citoyenne sur les temps de l'enfant qui a duré 6 mois, qui s'est terminée fin novembre, Vincent Seguela. Cette convention, elle a fait 20 propositions pour améliorer le quotidien des enfants de 3 à 18 ans. Elle recommande notamment 5 jours d'école par semaine au niveau de l'élémentaire au lieu de 4 jours. Elle recommande 2 zones de vacances en France au lieu de 3. Et puis elle conclut notamment en disant que la France maltraite le temps des enfants, mais que les communes, donc les maires, on y revient, ont des solutions à leur portée. Alors, quand vous lisez ce rapport final, est-ce que vous vous dites, bon, on écoute enfin l'éducation populaire et ce qu'elle dit depuis 30 ans, ou est-ce que vous vous dites, on a perdu 30 ans au passage ? Alors d'abord, il faut saluer le remarquable travail du Conseil économique, social et environnemental qui désormais organise la participation directe de citoyens à travers les conventions citoyennes sur des sujets de société, ici confiés par le gouvernement sur le temps de l'enfant, la place de l'enfant, et ce travail a été remarquable. Donc c'est pas tant les propositions de l'éducation populaire, ce qu'il faut saluer, c'est le travail des 150, je crois, ils étaient à peu près 150 citoyens venus de toutes parts, qui ont donc réfléchi, débattu et délibéré pour arriver à ces propositions. Alors il se trouve qu'effectivement, elles rejoignent en grande partie des propositions de l'éducation populaire. Ceux que vous portez depuis très longtemps. On porte depuis très 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 longtemps. Donc on peut dire que si les acteurs associatifs, éducatifs, mais aussi les citoyens convergent, c'est que probablement on est, on va dire, dans la bonne direction. Je voudrais rappeler que d'abord, le temps de l'enfant, c'est pas que l'école, même si évidemment c'est un temps structurant, mais la semaine des 5 jours, c'est normalement la durée légale. C'est 4 jours qui est l'exception. Et je voudrais rappeler qu'il n'y a aucun rapport qui dit que la semaine des 4 jours est bon pour les enfants à l'école. Il n'y a que des rapports. Ouais, il y a beaucoup de pédopsychiatres notamment, des médecins, des éducateurs, des enseignants aussi qui disent non, mais en fait, on a besoin de 5 jours. Voilà, donc il n'y a rien pour la semaine des 4 jours, il y a tout pour la semaine des 5 jours. Après, bien sûr, avec des journées moins longues, on est d'accord là-dessus. Avec des journées moins longues, mais les citoyens à la Convention citoyenne ont été plus loin. C'est pour ça qu'ils sont tournés aussi vers la mairie, parce qu'en fait, le temps éducatif, il n'est pas qu'à l'école. Le temps de l'école, d'ailleurs, n'a cessé de baisser historiquement, ce qui, d'ailleurs, peut être questionné. Et donc, ils se tournent effectivement notamment sur le maire, puisqu'ils ont repéré qu'il y avait un petit peu un besoin de coordination de l'ensemble des acteurs éducatifs sur l'ensemble du temps de vie de l'enfant, sur l'ensemble des espaces qu'il occupe dans sa vie diurne, principalement. Et notamment, ils reprennent une des propositions qui sont les nôtres dans l'éducation populaire, et notamment à la Fédération Léo Lagrange, c'est l'existence réelle, partout, généralisée, des projets éducatifs de territoire, puisque précisément, les projets éducatifs de territoire, qui sont à la main des mairies, qui doivent coordonner les autres acteurs associatifs, pour précisément organiser cette continuité éducative, cette complémentarité éducative centrée sur les besoins de l'enfant et pas de l'adulte. Ça veut dire quoi concrètement, un projet éducatif de territoire ? Ça veut dire les adultes se mettent ensemble autour de la table avec leurs spécialités et en fait ils se mettent à la place des enfants, ils essayent de construire une politique éducative propre à chaque territoire ? Alors, propre à chaque territoire, bien sûr, puisque d'un territoire à un autre, il y a des contraintes ou des atouts qu'il faut considérer. Le climat peut en être un, par exemple.
les distances à la ville ou à la campagne, etc. Donc tout ça, il faut naturellement en tenir compte sur les temps de trajet, de transport, etc. Donc il faut les parents d'élèves qui ont aussi leurs contraintes, ceux qui travaillent pas, etc. Il faut évidemment les enseignants qui ont leurs contraintes réglementaires, ils ont des décrets, ils doivent appliquer des textes, des programmes, etc. Et est-ce que la voix des enfants est entendue? Eh bien, figurez-vous qu'une des grandes réussites du CESE, c'est qu'il y a eu des citoyens adultes, évidemment, qui représentaient toute la France dans sa diversité, mais ils ont pris aussi le soin et la précaution de faire aussi parler des enfants, et des adolescents et des jeunes. Ce que nous faisons aussi, parce que nous travaillons au quotidien avec eux. Et c'est évidemment important, la ligne de fond qui se dégage de ces travaux, c'est qu'il faut considérer la parole et les attentes des enfants et des jeunes. Alors, C'est très important. Qu'est-ce qu'une commune fait bien ou mal quand elle pense le temps des enfants? Déjà, quand une commune décide d'organiser le temps, notamment le temps scolaire, autour de 4 jours au lieu de 5, on pourrait considérer qu'elle fait mal. Quand elle n'a pas de projet éducatif de territoire, ou que c'est juste un bout de papier qu'on écrit tous les 4-5 ans et qu'on range et qui n'est pas animé, qui a été une démarche administrative, évidemment, on ne fait pas bien. Donc, on fait bien quand une commune s'engage aussi, par exemple, dans la création de places en crèche. Parce qu'il faut se rappeler que l'éducation, et c'est le rapport des 1000 premiers jours, ça commence très tôt, l'acquisition du langage, etc. Et on sait qu'on manque de places en crèche. C'est terrible parce que, en fait, c'est là que démarre la sociabilisation des enfants, la collectivité. Tout à fait, et c'est très important aussi pour les parents. On en parlera peut-être tout à l'heure, parce que devenir parent, on a tous une petite idée, mais enfin, le jour où on y est confronté, on se rappelle tous, on peut tous se rappeler qu'on a eu à un moment des besoins, des conseils, voilà, et donc c'est là où il faut que la communauté soit présente. Mais oui, il manque le taux de place en crèche est d'à peu près de 60% en moyenne sur le territoire, ou 63-64%. Donc ça veut dire qu'il y a quasiment une famille sur 4, si je ne me trompe pas, ou 4 sur 10, qui n'a pas accès à un dispositif d'accueil du jeune enfant. C'est évidemment problématique, tant pour les parents, s'ils doivent aller se former, s'ils doivent aller travailler, etc., avec des incidences évidemment dans les rapports égalité femmes-hommes, qu'on devine facilement. Et c'est évidemment une problématique pour les enfants, puisqu'on sait que l'accueil collectif dès le plus jeune âge permet de rattraper des inégalités de naissance ou de territoire, et permet à l'enfant très tôt de se confronter à d'autres enfants, à d'autres adultes, et c'est notamment, par exemple, essentiel sur l'acquisition du langage. Mais alors, puisque vous dites à la Fédération Léo Lagrange que chaque commune, en fait, est un acteur éducatif à part entière, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que finalement, ce n'est pas le rôle des parents, d'abord, d'éduquer les enfants? Pourquoi ça devrait être une charge ou un rôle de la municipalité? Vous connaissez, et ceux qui nous écoutent sans doute connaissent tous ce proverbe africain, il faut tout un village pour élever un enfant. Oui, et puis on vous répondra qu'on n'est pas en Afrique. Nous avons une autre culture, nous avons une autre histoire, nous avons un autre modèle social et une autre organisation. Enfin, a priori, on est tous des êtres humains et donc on fonctionne tous de la même façon. Donc il ne faut pas avoir peur de prendre un proverbe qui vient d'un autre continent, puisqu'il s'applique remarquablement bien. Donc bien sûr les parents, et d'abord les parents. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, parents, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de certification, etc. Donc les parents, généralement, ils se tournent vers qui? Vers leurs propres parents. Donc les grands-parents sont aussi des acteurs éducatifs. Et puis des fois, il y a le tonton et la tati, ou la tata et le tonton, les cousins, les cousines, les voisins, beaucoup de solidarité, etc. Voilà. Le commerçant du coin, le chauffeur de bus, en fait, le policier. Tout, l'enseignant évidemment, l'animateur socio-éducatif, l'éducateur de rue. Donc nous sommes tous des acteurs éducatifs. Nous sommes tous des acteurs éducatifs, et donc l'enjeu des projets éducatifs de territoire, c'est de donner donc cette orientation, et c'est d'amener l'ensemble des adultes à considérer leur rôle, à assumer leur rôle éducatif à des moments divers, avec une intensité variable évidemment selon ce qu'on occupe, mais on a tous un rôle à jouer dans l'éducation des enfants et des jeunes, dans leur formation à respecter autrui, à respecter les règles, à aider autrui, tenir la porte à la vieille dame. Il y a une chanson, je crois, là-dessus. Voilà. Et donc, nous, on prend complètement ce proverbe, c'est d'ailleurs un des piliers de travail quand nous travaillons nos projets éducatifs. Donc,
Oui, les parents, bien sûr la famille, oui, les amis, le voisinage, les collègues, les acteurs dont c'est le métier, les enseignants, etc. Mais toute la communauté, et c'est bien mieux quand ça marche comme ça. Évidemment, ces solidarités éducatives, elles vont après trouver des variantes à la campagne, à la ville, etc. Vous connaissez ça comme moi, si vous habitez dans un immeuble, il vous manque du sel, vous traversez le palier, vous en mettez à la voisine. Bon, quand vous êtes à la campagne, à la ferme, il faut faire des kilomètres. Mais par contre, on peut plus facilement sans doute garder à la campagne les enfants du voisin, parce qu'il y a de la place, etc., ce qu'on n'a pas forcément en ville. Et ça, c'est très important. Et on notera que dans le mot communauté, il y a le mot commune. Donc Voilà. voilà, nous y revoilà sur les municipales. Vincent Séguéla, pour comprendre d'où vous parlez, on va passer à notre séquence du Pitch Express. Le Pitch Express, c'est 90 secondes, Vincent Séguéla, pendant lesquelles vous avez carte blanche pour parler de la Fédération Léo Lagrange à quelqu'un qui ne la connaît pas. Alors dites-nous ce que représente votre fédération et ce que vous défendez. 90 secondes, top chrono. Bon, c'est 75 ans d'histoire, alors je vais essayer de ramasser ça rapidement. Nous, notre champ d'intervention, c'est le temps libre ou le temps libéré. Voilà, c'est-à-dire qu'à partir de 1936, loi des congés payés, réduction du temps de travail, est apparue la reconnaissance dans la société du temps libre, le droit aux vacances, etc. Et donc nous nous sommes construits, et le projet de l'association s'est organisé pour dire, voilà, il y a du temps libre qui s'ouvre à la société, le temps scolaire baisse aussi, on l'a dit tout à l'heure. Que faisons-nous de ce temps libre ? Est-ce qu'on l'occupe oisivement ? Est-ce qu'on fait que de la consommation ? Est-ce qu'on reste chez soi ? Ou est-ce qu'on en fait un temps de vie sociale, un temps d'éducation et de formation tout au long de la vie ? Je vais un peu plus loin que les enfants dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Et donc, c'est la société des loisirs, les loisirs culturels, sportifs. C'est le fait associatif. Voilà. La plupart des actions sportives, ce sont des clubs sportifs, ce sont des associations sportives. Donc, c'est la capacité qu'ont les Français de s'organiser entre eux, librement, pour faire de ce temps, un temps choisi, un temps sur les vacances, un temps sur les séjours. C'est les colos. Voilà. Donc, nous, notre travail, notre projet, c'est d'organiser un temps libre au service de la République, au service des citoyens, et sous une approche, pour nous, éducative et formative. Voilà. Alors, si vous êtes concrètement une association locale, comme nous sommes une fédération, nous affilions des associations, c'est-à-dire qui se retrouvent dans notre message, dans notre objectif, qui elles-mêmes ont une activité de sport pour tous, une activité culturelle pour tous, de cohésion sociale, de vacances, de séjours, etc. Vous pouvez vous affilier à la Fédération Léo Lagrange, on va vous accompagner, on va vous aider à vous structurer, vous allez participer de notre fonctionnement et on va pouvoir vous représenter auprès des pouvoirs publics et des ministères. Si vous êtes un élu ou un candidat à la mairie, nous sommes l'opérateur de vos politiques publiques éducatives. Si vous voulez rapidement rattraper votre retard sur les places de crèche qui manquent dans votre commune et que vos habitants vous réclament, nous sommes en capacité de vous accompagner opérationnellement à ouvrir ces places de crèche, à les gérer pour vous, à construire le projet de l'établissement, à l'intégrer dans son quartier, etc. Donc nous avons plus de 500 collectivités locales sur la crèche, les centres de loisirs, le périscolaire, les maisons de quartier, les centres sociaux, les centres culturels, etc. Donc nous sommes votre partenaire. Enfin, si vous êtes un citoyen, j'allais dire, comme tout X, le monde. Y, Z, comme tout le monde, vous pouvez nous rejoindre. Vous pouvez rejoindre l'aventure et être vous-même actif. On a plus de 3000 bénévoles actifs. Vous pouvez par exemple devenir mentor et faire profiter de votre expérience, de votre réseau à des jeunes et à des enfants qui recherchent des stages, qui ont un projet culturel, etc. Vous pouvez nous rejoindre de cette façon-là ou bien d'autres. Et puis, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez toujours nous faire un don, car nous sommes une association reconnue d'utilité publique. Nous disposons de nombreux agréments. Donc la Fédération Léo Lagrange, 75 ans d'existence, c'est très solide. Voilà, on est présent partout sur le territoire, 30% dans les quartiers populaires et de la politique de la ville, 30% en milieu rural, le reste un petit peu au milieu, au nord, à l'est, à l'ouest, au sud. Nous sommes présents partout sur la métropole. C'est plus de 7000 professionnels, 3000 bénévoles actifs, je l'ai indiqué tout à l'heure. Donc, notre dernière marque de fabrique, si on vous garantit un projet associatif solide, éducatif, vous pourrez vous engager, où on pourra être opérateur de vos politiques publiques. Notre autre approche, qui est essentielle, c'est qu'évidemment, on maille au plus près le territoire, c'est-à-dire qu'on s'adapte au territoire, donc on fait du sur-mesure, et en faisant du sur-mesure, évidemment, on est capable d'innover pour coller aux attentes des habitants, coller aux attentes des enfants de votre territoire.
On a explosé le compteur, Vincent Seguela, mais résumer 75 ans en 90 secondes, évidemment, c'était mission impossible. Mais maintenant qu'on sait d'où vous parlez, eh bien, on va aller voir ce qu'il y a dans votre boîte à solutions. Alors Vincent Seguela, vous lancez, la Fédération Léo Lagrange, 60 propositions pour les élections municipales. Pourquoi est-ce que l'éducation devient, selon vous, le sujet de politique locale pour les 10 prochaines années ? Eh bien, parce que pour nous, tout commence, tout passe, tout se prolonge par l'éducation et la formation tout au long de la vie. Voilà. Bien sûr, on peut traiter tout un tas de sujets, mais on en revient toujours à comment informer, éduquer, former, permettre aux gens d'agir. Et nous, c'est pour nous un élément essentiel. Je vais vous prendre deux exemples. Éco-citoyenneté, développement durable, etc. Ça s'apprend, le tri. Et après le tri, ça s'apprend de moins consommer ou de mieux consommer. Ça s'apprend dès le plus jeune âge, ça se pratique, ça s'expérimente, etc., etc. Sinon, on peut toujours mettre un dispositif et mettre des amendes si les gens se trompent de bac entre le vert, le jaune ou le bleu. Mais le mieux quand même, c'est d'apprendre, de former, d'informer, d'éduquer, etc., pour que les gens comprennent pourquoi il est nécessaire d'agir dans telle ou telle direction. C'est idem pour la sécurité. La sécurité est un sujet central de ces élections municipales qui préoccupent les Français. Il faudrait s'entendre sur les questions de sécurité. Ce n'est pas seulement la police. Nous avons des enjeux de sécurité affective et physique des enfants qui nous sont confiés dans les centres de loisirs, etc., etc. Et c'est une attente qui est tout à fait naturelle et qui est importante. Mais la sécurité, ce n'est qu'un bout de la chaîne qui commence par l'éducation, la prévention, la formation, les règles, les sanctions, les réhabilitations. Et en général, une fois qu'on a sanctionné, pour réhabiliter, qu'est-ce qu'on fait ? On recommence le processus de quoi ? Prévention éducative. Je vous prends un autre exemple en matière de santé publique. On peut multiplier les médecins pour soigner les fumeurs qui ont des bronchites. Ils viendront plus souvent chez le médecin s'ils n'arrêtent pas de fumer. Donc il vaut mieux arrêter de fumer. Donc comment on explique, on apprend, on accompagne que les gens arrêtent de fumer. Ouais, c'est le même principe. Et à chaque fois, vous voyez, il y a prévention, éducation, information, formation. Et en même temps, la politique de l'État ne va pas tout à fait dans ce sens-là aujourd'hui. Comment est-ce que la Fédération Léo Lagrange, en fait, arrive à continuer d'avancer sur son chemin alors que les injonctions de l'État ne vont pas dans ce sens-là ? On essaye. On est dans une politique sécuritaire. Oui, mais en l'occurrence, elle est pas tant au niveau de l'État, puisque si on regarde les chiffres, je crois que la population de la police nationale, en 30 ou 40 ans, est passée de 130 000 policiers nationaux à 150 000. Bon, dans les mêmes 40 ans, on est passé de, j'ai pris les chiffres récemment, excusez-moi, je prends mon anti-sèche. Si vous les retrouvez, bien sûr. Je vais les retrouver rapidement, mais en gros, de 4 000 policiers municipaux à 28 000 aujourd'hui. Il y a une inflation des polices municipales en France. Il y a une inflation de police municipale. Et pourtant, pour ces élections, de surveillance. Voilà. Et pour ces élections, pourtant, la sécurité est une attente forte des Français. Donc, qu'est-ce que vous en concluez ? Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas régler ces problèmes-là uniquement sur l'approche du volet sécuritaire que nous ne contestons pas, qui est un droit pour chacun et chacune d'entre nous de vivre quand même paisiblement en sécurité et en liberté. Mais on voit bien que ce n'est pas suffisant à l'aune de ces chiffres. Donc il nous faut de la prévention, comme dans le domaine de la santé dont vous parliez tout à l'heure. Voilà, et donc il nous faut tout ce village. Donc il faut que tout ce village qui soit orienté dans la même direction. Donc dans ce village, il y a un policier, mais il n'y a pas qu'un policier. Alors pour comprendre rapidement vos 60 propositions, on ne va pas citer les 60 évidemment, mais d'abord on peut les retrouver sur votre site internet, Fédération Léo Lagrange. Et ensuite dites-nous un petit peu comment c'est construit. Il y a plusieurs piliers, il y a plusieurs axes forts dans vos 60 propositions. Alors comment c'est construit ? D'abord c'est un travail interne important. Nous sommes très attachés nous sommes des pragmatiques, donc nous sommes très attachés à partir de nos expériences de terrain, le quotidien, de ce que nous constatons, et y compris ce qui est fait par d'autres, et qui fonctionne bien, parce que dans les propositions, il y a
des propositions 100% Léo Lagrange. Et puis, il y a des propositions qui ne sont pas seulement les nôtres. Le PEDT, le projet éducatif de territoire, ce n'est pas seulement le nôtre, on l'a dit tout à l'heure. C'est une conviction très, très largement partagée par les mouvements d'éducation populaire et des associations d'élus locaux par ailleurs. Donc, c'est un gros travail interne. Et l'idée de la plateforme, ce n'est pas de proposer des solutions clés en main, des vérités établies, etc. Mais par contre, elles sont toutes tablées sur des expériences, des constats établis et des expériences qui sont tout à fait réalistes. Quand on dit on peut vous monter une crèche modulaire rapidement en 6 mois, c'est parce qu'on sait le faire. Alors ça, c'est intéressant. Vous parlez d'autre chose, vous parlez par exemple du pass curiosité. C'est quoi ? Le pass curiosité, c'est quoi ? C'est d'avoir une politique à l'échelle communale qui permet en fait de faire sauter d'une part la barrière économique, qui est souvent un frein en matière culturelle, et puis globalement faire sauter la barrière culturelle à l'accès à la culture pour tous. Ça va avec l'idée que quand on est enfant jeune... Tous les enfants auraient le droit d'avoir un pass curiosité gratuit offert par la mairie pour aller visiter, d'aller voir et s'essayer. La bibliothèque, le musée, une salle, etc., etc. Le conservatoire de musique. Voilà, parce qu'un enfant, un jeune, il se cherche, il se construit, etc. Donc, plus il va être mis dans un environnement où il peut tester ce qu'il aime, ce qui l'interpelle, ce qu'il n'aime pas, etc., plus on va l'aider à trouver sa voie et à se forger. Vous avez une proposition aussi sur les conseils d'enfants. Oui. Donc on connaît les conseils de quartier, on connaît les conseils multiples et variés, dont certains d'ailleurs pensent qu'ils ne servent à rien et qui sont très coûteux. Vous voudriez mettre en place des conseils d'enfants. Mais ça existe d'ailleurs déjà dans certaines villes. Bien sûr, notamment là où on agit, mais d'autres, je pense à la NACEJ, qui est une association dans laquelle nous sommes actifs, les conseils municipaux d'enfants ou de jeunes. Association nationale jeunesse éducation populaire, voilà, c'est ça. Tout à fait. Et, il y a déjà des communes où il y a des conseils municipaux d'enfants et de jeunes qui sont plus ou moins bien animés. C'est comme tout, c'est comme les délégués de classe, où on fait l'élection et on en a parce qu'il faut en avoir, où on fait le pari que c'est un projet éducatif, formatif très important, parce que ça aussi, devenir citoyen, ça s'apprend. Et ça, qu'est-ce que ça change dans la vie d'un gamin d'une ville moyenne en France, de participer à un conseil des enfants ? L'ensemble du processus éducatif, tout ce village, quand il est en action, centré sur l'intérêt de l'enfant, sur la formation du futur adulte et du citoyen, c'est une somme de petits miracles au quotidien. Bien sûr, on peut toujours extraire ici ou là un auteur, un artiste qui est devenu célèbre et qui va rappeler qu'il a fait ses premiers pas à la maison de quartier du coin, parce qu'il y avait un studio de répétition. Donc ça donne quoi ? Ça donne de la confiance en soi. Mais bien sûr. Ça donne un autre regard sur l'autre, sur la différence. Ça veut dire être considéré comme un être à part entière, même si on est mineur. C'est très important, parce que quand on est considéré enfant, il y a des chances que l'adulte considérera le reste du monde autour de lui. Comment naissent les vocations ? On essaye. Alors des fois, c'est un enseignant. C'est un enseignant qui vous fait un cours de théâtre. Et là, c'est la révélation. Des fois, c'est le prof de sciences. Vous faites une expérience et c'est la révélation. Et des fois, ça peut être le maire. Alors, si un maire aujourd'hui vous écoute ou regarde vos 60 propositions, qu'est-ce qu'il peut mettre en place dès la première année de mandat ? Eh bien, cette idée, il y a plein de propositions. Ça va dépendre de ses besoins. Mais globalement, cette idée de considérer ses concitoyens, notamment les plus jeunes, on vient de parler des conseils municipaux d'enfants, par exemple, est très importante. Peut-être que celui qui lui succédera ou celle qui lui succédera un jour aura eu une étincelle parce qu'il aura mis en place un conseil municipal d'enfants et de jeunes et qu'il aura fait fonctionner, j'allais dire, de façon authentique, en laissant vraiment la possibilité aux enfants de débattre, en laissant vraiment aux enfants et aux jeunes la possibilité d'agir. On y voit plus clair sur vos engagements, Vincent Séguéla. On va aller voir maintenant la question qui fâche. Vincent Séguéla, certains élus ne sont pas forcément d'accord avec vous et disent que l'éducation, c'est l'État, c'est l'école, que ce n'est pas la mairie. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Est-ce que c'est une excuse pour ne rien faire ? Est-ce que ils trouvent que vous en demandez trop ? Enfin voilà, qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre ? J'espère avoir fait la démonstration que c'est tout le village. Donc je le répète, l'ensemble des adultes sont responsables et non une responsabilité éducative imminente. Et d'ailleurs, les Français qui aiment l'élection municipale, c'est une des élections municipales. Les maires sont les élus préférés des Français. Qui demandent beaucoup aux maires, peut-être des fois un petit peu trop. Donc ils attendent naturellement d'eux aussi
qu'ils s'investissent sur également les questions éducatives. Alors l'État, oui, mais l'État, je rappelle, l'éducation nationale, c'est l'instruction. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on regarde en un siècle, le temps d'instruction n'a eu de cesse de baisser en France, qui est encore une fois peut-être une question en soi. Donc l'instruction, c'est un pilier important. C'est pour ça que la République l'a rendu obligatoire. C'est pas pour rien que la République ait voulu rendre obligatoire. Et comme le disait ce député de l'époque, la première responsabilité de la République, c'est de former des républicains. Et l'idée de l'instruction obligatoire, elle vient de là. Mais l'instruction ne fait pas tout. L'instruction, c'est les savoirs, la transmission des savoirs, etc., etc. L'éducation, c'est beaucoup plus large. Donc oui, l'État a une responsabilité. Bien sûr que d'autres ont une responsabilité aussi, dont la mairie, dont les acteurs associatifs, bref, globalement, un peu tout le monde. Mais alors, sauf que vous savez que d'abord, on a certains maires qui jettent l'éponge parce qu'ils trouvent qu'on leur en demande trop, et puis vous avez la question du budget. Si le maire doit prendre en charge un certain nombre de missions éducatives, qui paye? C'est l'État ou c'est la municipalité qui ne peut pas tout payer? La municipalité ne peut pas tout payer naturellement. D'ailleurs, la plupart des activités que nous organisons sur ce temps libre éducatif, les parents, les bénéficiaires, y contribuent la plupart du temps. Il y a une quote-part qui revient aux familles pour la crèche, le centre de loisirs, etc. Quand vous prenez une licence pour aller faire une activité ou une adhésion culturelle ou sportive, vous payez un petit bout, etc. etc. Donc il faut avoir une politique. On peut rappeler que vos tarifs sont indexés d'ailleurs sur les revenus des familles. Sur les revenus des familles, etc. Donc la mairie, là aussi, a des possibilités de faire des politiques plus ou moins poussées pour favoriser l'accès du plus grand nombre. Donc vous voyez bien que la mairie a son rôle à jouer. Il y a évidemment la Caisse nationale d'allocation familiale, qui est très importante dans la plupart des dispositifs éducatifs du jeune enfant, péri-extrascolaire, les maisons de quartier et les centres sociaux. Et je rappelle que la branche famille est une branche excédentaire. Donc elle est bien gérée, et la caisse d'allocation familiale, mais moi. Alors s'il n'y a plus que la question de budget, j'allais dire, c'est pas grave, on devrait y arriver. Si on est d'accord pour aller dîner ensemble au restaurant, s'il n'y a plus que la question à la fin de savoir qui paye, le plus important, c'est déjà est-ce qu'on est d'accord sur l'objectif, l'intention, l'importance dans le temps de l'effort en direction des enfants et des jeunes, parce que c'est l'avenir. Allez, on va aller voir tout de suite notre séquence face à face. Le principe de cette séquence face à face, il est simple. Vincent Séguéla, je vous montre 3 photos. Je vous pose une question pour chaque photo. Et chaque fois, vous avez 1 minute maximum pour répondre. Alors c'est parti. Première photo, c'est celle de Johanna Rolland, la maire de Nantes, socialiste, candidate à sa réélection, à la tête d'une liste qui inclut les écologistes avant même le premier tour. Et elle a mis en place à Nantes un projet éducatif de territoire qui s'appelle Bien grandir à Nantes et qui veut favoriser l'épanouissement de tous les enfants. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à Johanna Rolland? Alors, il se trouve que c'est une commune où nous travaillons beaucoup, depuis toujours, bien avant... Je précise que vous ne savez pas quelles sont les photos que je vais vous montrer, hein, donc c'est pas, oui, c'est vrai. C'est pas convenu à l'avance entre nous. Donc la Fédération Léo Lagrange intervient depuis très longtemps sur la ville de Nantes, d'abord par le tissu associatif. La plupart des clubs sportifs aujourd'hui étaient dans un club omnisport qui était Fédération Léo Lagrange. Alors il y en a quelques-uns qui sont partis, il y en a qui sont devenus pros, et puis il y en a encore qui sont à la Fédération Léo Lagrange. Donc on est présent depuis très très longtemps sur les dispositifs jeunesse depuis plus de 20 ans. Et vous lui diriez quoi? Elle travaille bien? Elle peut mieux faire? Vous avez envie de lui dire autre chose? On peut toujours faire mieux, et c'est ce qu'on doit rechercher à faire mieux. Mais ce que je peux dire, c'est que Nantes fait partie des communes partenaires de la Fédération Léo Lagrange et des territoires éducatifs de longue date. Mais je voudrais en citer d'autres, par exemple Toulouse, parce qu'il y a eu des alternances. Est-ce que c'est une commune exemple, par exemple? Bien sûr, sur les sujets éducatifs, c'est un sujet, c'est une collectivité assez exemplaire. Alors, dans son rôle premier par exemple, de construction ou de réhabilitation des écoles élémentaires, c'est une ville qui gagne beaucoup de population. Donc, c'est une ville où on a de la chance d'ouvrir des écoles, ce qui est plutôt un bon signe. Comme ouvrir une crèche, c'est quand même tout ça, c'est quand même de belles promesses. Et la ville construit avec des acteurs, notamment nous, mais pas que nous, un vrai travail de réhabilitation et notamment remettre des espaces verts, des espaces plus égalitaires filles-garçons dans les cours d'école, etc. Donc, y compris sur
ce volet-là, sur la restauration. Nous gérons à Nantes le périscolaire, la mission du périscolaire. Il y a un travail qui est fait par la mairie avec nous et d'autres, encore une fois. Sur le temps du midi, il y a plus de 90% des enfants qui mangent à la cantine. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Alors, deuxième photo, je vous présente la cour de l'école primaire où allaient mes enfants quand ils étaient petits. Alors, on est à Paris 14e. C'est une photo que j'ai prise un dimanche. L'école était ouverte parce que la mairie du 14e a inventé les week-ends off, où les écoles sont ouvertes pour des activités socioculturelles pour les enfants et les habitants du quartier. Et au passage, on constate que la cour a subi une jolie transformation écologique comparée à il y a quelques années. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette cour d'école ? Alors, je voudrais la regarder encore un petit peu. Ouais. Bon, elle est vide, il n'y a pas d'enfants, mais... Bon, elle ressemble un peu à la mienne aussi, que j'ai connue. Ça nous date ensemble. Mais on voit déjà qu'il n'y a plus du béton partout. Voilà, mais ça, c'est très important pour des raisons climatiques. On sait que un sol végétalisé absorbe moins la chaleur, restitue mieux la fraîcheur que le béton. Et puis quand je suis parent, si on y réfléchit bien, à choisir... Il vaut mieux une tache verte sur le pantalon qu'un pantalon déchiré et un genou écorché. Mais il n'y a pas que ça. Mais ça, c'est déjà un volet important. Et le travail que nous menons à la Fédération Léo Lagrange avec les collectivités partenaires, on a cité Nantes, mais c'est dans beaucoup de communes, c'est que la cour d'école est aussi un espace qui a été beaucoup genré. Donc classiquement, le terrain... À cause du foot ? Le terrain de hand, souvent, qui est transformé en cour... naturellement... Le foot, c'est plutôt les garçons, c'est en train de changer, mais c'était quand même ça. Et donc, les garçons au milieu, et de fait, et les filles sur le périphérique. Donc, voilà, accessoirement, ça veut dire que même les garçons qui n'étaient pas ballons, on va dire, ils étaient aussi en périphérie. La transformation des cours d'école, comme ça, c'est un message d'espoir pour vous ? Bien sûr. D'abord, si on investit sur l'enfant, donc on cher. investit sur notre avenir. Bien sûr que ça coûte cher. Qu'est-ce qu'il disait, Victor Hugo ? Quand ça coûtait trop cher, l'éducation, essayez sur l'éducation, essayez la misère. Bien sûr que ça coûte cher. Et c'est pour ça qu'il faut en débattre. Et c'est pour ça que les élections municipales, c'est un moment important qu'il faut vivre de façon apaisée. Nous sommes pour aussi que les débats soient à nouveau apaisés, argumentés, etc., de telle façon que ça éclaire le choix des citoyens. Mais oui, c'est un travail important. On travaille beaucoup sur les toilettes aussi. Alors, la troisième photo, je vous présente le sous-secrétaire d'État au sport et aux loisirs sous le premier gouvernement du Front populaire en 1936. Il s'appelle Léo Lagrange. Et donc, il porte le nom de votre fédération. Il est mort au combat en 1940, mais sa mémoire est bien vivante, puisque votre fédération porte son nom. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire s'il était en face de vous ? J'aurais tellement eu envie de le connaître. C'est un homme politique, bien sûr, vous l'avez dit, mais bien au-delà de ça. Parce que quand il meurt au combat en 1940, il a 40 ans, il a été ministre, il était député, enfin, il pouvait être tranquillement à l'Assemblée nationale qui était délocalisée à Bordeaux, si ma mémoire, plutôt que d'être aligné sur le fond. Donc c'est dire le courage de cet homme. C'est franchement... du personnel politique comme lui, alors dans son époque, je ne sais pas ce qu'il aurait donné aujourd'hui, autre époque, mais remarquable de vision. Et je pense que c'est très important. Nous pensons que c'est très important la vision, notamment en matière éducative, formative, etc. Il faut du temps long. L'éducation, c'est du temps long. Il faut un investissement constant. On voit bien que très vite, ça peut déraper. Et donc, il était porteur d'une vision. Alors, qui n'était pas que la sienne, c'était celle du gouvernement aussi de l'époque. Mais enfin, il a su, en partant de rien quand même, organiser ce qui a été quand même ensuite, pendant 30 ou 40 ans, la politique des loisirs, des sports et de la culture de ce pays. Il a eu très peu de temps, le gouvernement auquel il appartenait, c'est 1 an et quelques. Il a lancé les auberges de jeunesse, par exemple. Évidemment, c'est tous les équipements sportifs, c'est aussi toute la politique culturelle qui sera reprise après par Malraux, etc. Donc, moi... Vous pensez qu'il serait fier de voir à quoi ressemble la politique éducative aujourd'hui en France ? Bon, je pense qu'il serait contributeur. On va passer à la dernière séquence de l'émission. On va aller voir la séquence qui s'appelle Le Monde de demain. Vincent Séguéla, une question traditionnelle dans cette émission. Si vous deviez choisir 3 mots pour nous donner votre vision du monde de demain,
Quels seraient ces 3 mots et pourquoi ces 3 mots-là? Alors nous sommes des optimistes, incurables, Donc c'est le premier mot, et des l'optimisme? pragmatiques. Non, mais c'est pour vous donner un petit peu quand même l'état d'esprit, parce que les mots il faut leur donner un petit peu de sens. Donc nous sommes très optimistes, je dis ça parce que la période est quand même pas simple. En France, en Europe et globalement dans le monde, et nous sommes pragmatiques, donc on sait il faut du temps. On sait qu'on ne peut pas tout résoudre. On sait que voilà, il faut du travail, il faut beaucoup d'énergie, etc. Ça, c'est le côté pragmatique. Donc, indiscutablement, nous, dans notre monde meilleur, ça reste un monde de paix quand même. On l'oublie, ça a été un combat. Les fédérations d'éducation populaire se sont construites quand même dans une période de paix et guerre. On revient quand même à des périodes très compliquées. Donc la paix, c'est très importante. Et on pense là aussi que l'éducation, la rencontre des jeunes entre eux, d'un territoire à un autre, d'un quartier à un autre, d'un pays à un autre, etc., c'est par eux que la paix commence. La paix, la démocratie, il y a quand même de moins en moins, en tous les cas, les démocraties vacillent. Il y en a quand même dans le monde de moins en moins. Et ça, ces 2 éléments sont quand même consubstantiels de l'idée du bonheur que nous nous faisons. Donc le 3e mot, ça serait ça, c'est le bonheur. C'est quoi le sens des choses? Les chances du monde pour nous, c'est le bonheur. Mais dans le bonheur, je pourrais développer. Ça inclut, c'est notre dernier manifeste de 2019, de vraiment reconsidérer notre rapport au vivant globalement, à tous les vivants. C'est ça aussi le bonheur. Vous en aviez fait le thème de votre congrès. Hein? Tout à fait. C'est ça. Paix, démocratie, bonheur. Si on se retrouve après les municipales de 2026, Vincent Séguéla, qu'est-ce qui aura vraiment changé dans les communes qui vous auront écouté? Eh bien, peut-être que pour certaines, elles auront enclenché un nouveau cycle d'une politique éducative. Donc ça ne va pas changer du jour au lendemain, encore une fois. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Alors, construire une crèche, ça prend un peu de temps. 6 mois, vous avez dit. Pour les modulaires, on est capable en 6 mois. Il faut qu'il y ait un terrain viabilisé qui soit prêt. Ça existe. Hein, quand la ville a une politique réservataire, politique volontariste en tous les cas, oui. etc. C'est possible. Mais j'allais dire, en tous les cas, c'est pas ce qui prend le plus de temps, même si c'est un bâtiment ordinaire, c'est 2 ans à peu près, etc. Voilà. Donc ça peut aller assez rapidement. Ça tombe bien. Ça permet de voir concrètement qu'on a fait quelque chose. Mais après, le fonctionnement durable d'une crèche, son installation dans le quartier, dans l'écosystème, développer la parentalité, les fonctions parentalité, etc., etc. Donc, si je suis écouté, si nous sommes écoutés, nous et d'autres, et que l'éducation fait partie des priorités des prochains mandats, on sera rentré ou on aura renforcé plus de territoires éducatifs, et nous faisons le pari que si ça ne réglera pas tout, ça sera assurément, en tous les cas, du positif pour la suite. Et parmi vos 60 propositions, s'il y en a une qui peut tout faire basculer, ce serait laquelle? Plutôt qu'une, j'aurais envie de vous dire toutes les propositions qui considèrent les enfants, les jeunes et les habitants. Je pense que les Français, ce qu'ils expriment au fond, les Français en tant que citoyens, les Français qui sont dans les associations, donc qui représentent la démocratie participative, qui agissent au quotidien, qui sont auprès des attentes et qui agissent auprès des habitants, je pense qu'ils attendent d'être considérés. Donc c'est écouter et qu'on fasse avec et pour. Donc je pense que toutes les mesures, et on en a quand même quelques-unes qui finalement ont ce trait d'union. Voilà. On ne peut plus aujourd'hui faire de la politique comme on en faisait avant. Je ne sais pas si c'est bien ou c'est pas bien. L'enjeu, c'est de coller à ce qu'attendent les Français et les concitoyens. Et donc ils ont envie d'agir. Pour agir, il faut qu'on leur en donne les moyens. Et le premier, c'est de les considérer. Donc de ne pas dire, bon, après tout ça, c'est bien, les enfants, mais bon, ce sont que des enfants. Hein. Moi, vous m'excusez, mais il faut que je sois au boulot à 8h30, donc circuler, il n'y a rien à voir. Non, il ne faut plus fonctionner comme ça. On ne peut plus fonctionner en disant, j'ai été élu, fut-il brillamment au premier tour, donc je fais ce que je veux pendant 6 ans et rendez-vous dans 6 ans. Ça ne marche plus. Ça ne fonctionne plus. Les Français, les associations attendent d'être considérés, d'être impliqués. Ils ont des propositions à faire, et si on les embarque, en général, ça se passe mieux. Merci beaucoup, Vincent Séguéla, d'avoir été notre invité sur le plateau Mediatico. Merci aussi à vous pour votre fidélité. Bien sûr, si vous avez aimé cette émission, vous le dites sur les réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner aussi à Mediatico, ça viendra nous soutenir, évidemment. Et puis, on se retrouve très vite sur cette antenne pour une nouvelle émission ESS On Air sur Mediatico, le média de l'économie sociale et solidaire.